Récemment, la NASA a sorti la fusée d'Artemis 2 de son bâtiment en vue d'un moment historique. Pour la première fois depuis la fin du programme Apollo en 1972, des humains s'apprêtent à reprendre la route de la Lune. Face à cette fusée gigantesque, il est naturel de se demander ce que la NASA a fait pour la préparer à un jour aussi important. A-t-elle reçu de nouvelles améliorations? Est-elle différente d'Artemis 1? Voici tout ce que vous devez savoir sur le Space Launch System qui propulsera Artemis 2. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la fusée Space Launch System de la NASA et le vaisseau Orion ont été déplacés vers le pas de tir pour la mission Artemis 2 le 17 janvier. Cela ne signifie pas que la date de lancement est encore définitivement fixée, mais c'est une étape majeure. La gigantesque fusée SLS, installée sur sa plateforme de lancement mobile, a quitté le Vehicle Assembly Building à 7h04, heure de la côte Est. Le transporteur à chenilles de la NASA a lentement déplacé l'ensemble de 11 millions de livres le long du trajet de 4 miles jusqu'au pas de tir 39B à une vitesse d'environ 1 mile par heure. Après un voyage qui a duré toute la journée, la fusée est finalement arrivée sur le pas de tir à 18h42, heure de la côte Est. Ce déploiement marque officiellement le début de la dernière ligne droite des préparatifs pour Artemis 2, qui sera le premier vol habité de SLS et d'Orion, et la première fois que des humains voyageront au-delà de l'orbite basse terrestre depuis Apollo 17 en 1972. La NASA n'autorise ce type de déplacement que si les conditions météorologiques sont favorables, car la foudre à proximité, la grêle, des vents forts ou des températures extrêmes pourraient endommager la fusée. Pour cette opération, tout est resté dans les limites de sécurité et le déploiement s'est déroulé sans problème. C'est seulement la deuxième fois que la NASA sort sa fusée la plus puissante en vue d'un lancement. Il est donc logique de se demander si quelque chose a changé, surtout sachant qu'Artemis 2 transportera des astronautes. Avant d'entrer dans les détails des améliorations ou des modifications, il est utile de prendre un peu de recul et de comprendre ce qu'est réellement cette fusée. Le Space Launch System, ou SLS, est une fusée super lourde, conçue spécifiquement pour envoyer des humains au-delà de l'orbite terrestre. À l'heure actuelle, c'est la seule fusée capable de lancer le vaisseau Orion, 4 astronautes et une grande quantité de charges utiles directement vers la Lune en une seule mission. Pour y parvenir, la NASA s'est fortement appuyée sur ce qu'elle appelle des systèmes de propulsion éprouvés, c'est-à-dire du matériel qui a déjà volé pendant des décennies lors du programme de la navette spatiale. À bien des égards, le SLS est un héritier direct de la navette spatiale. L'orbiteur ailé a disparu, remplacé par Orion placé au sommet de la fusée. Le célèbre réservoir externe orange de la navette a été allongé pour devenir un immense étage central d'environ 65 mètres de haut, désormais propulsé par 4 anciens moteurs principaux de la navette. 2 énormes propulseurs à poudre, eux aussi dérivés de ceux de la navette, sont fixés de chaque côté et fournissent environ 75% de la poussée au décollage. Cette refonte était nécessaire car la mission est complètement différente. La navette spatiale était conçue pour de courts séjours en orbite basse terrestre, à environ 400 km d'altitude. La Lune, en comparaison, se situe à près de 384 000 km. Pour franchir cette distance, les ingénieurs ont supprimé des éléments réutilisables, comme les parachutes, les réserves de carburant et les capteurs d'atterrissage. Cela a permis d'économiser environ 900 kg de masse, donnant à Orion la capacité d'atteindre une vitesse d'environ 39 400 km par heure, suffisante pour se diriger vers la Lune. En contrepartie, le SLS est entièrement consommable, ce qui signifie que de nouveaux moteurs et propulseurs sont utilisés à chaque vol. Les gaz d'échappement sont relativement propres. Les moteurs centraux brûlent de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide, produisant principalement de la vapeur d'eau surchauffée. La NASA a également modernisé les propulseurs en remplaçant l'ancienne isolation à base d'amiante par des matériaux à base de caoutchouc. Au-dessus de l'étage central, une structure conique le relie à l'étage supérieur, qui donne à Orion son ultime impulsion vers l'espace.
Tout en haut se trouve un autre adaptateur qui relie la fusée au vaisseau Orion et transporte également de petits satellites CubeSat fournis par des équipes scientifiques et des partenaires internationaux. Maintenant que les bases sont posées, voyons ce qui change réellement pour le SLS cette fois-ci. La réponse courte est qu'Artemis II utilise toujours la même configuration SLS Block 1 que celle qui a volé lors d'Artemis 1. L'étage central, les moteurs, les propulseurs à poudre, l'étage supérieur et les adaptateurs sont globalement identiques. Mais même si la fusée semble la même de l'extérieur, beaucoup de choses ont été mises à jour à l'intérieur, en tirant les leçons du premier vol, et le fait que des humains soient à bord change absolument tout. Avec un équipage à bord, la sécurité devient la priorité absolue de tout le programme. L'un des principaux points d'attention est l'Interim Cryogenic Propulsion Stage, ou ICPS, qui joue un rôle bien plus important pour Artemis II. Pendant la mission, l'ICPS servira de cible passive, tandis qu'Orion effectuera une démonstration d'opération de proximité. Il s'agit essentiellement d'un entraînement pour de futures opérations d'amarrage, même si les deux véhicules n'entreront jamais en contact. L'étage est équipé de cibles optiques que les astronautes pourront suivre à travers les hublots d'Orion et via la caméra d'amarrage, tandis que le centre de contrôle leur transmettra des données de télémétrie en temps réel. L'ICPS restera inactif pendant cette démonstration, mais avant et après, il est très sollicité. Il effectue des manœuvres de rehaussement d'orbite, puis, après la démonstration, Orion réalise sa manœuvre finale pour envoyer l'équipage vers la Lune à environ 39 000 km/h. Une fois sa mission terminée, l'ICPS effectue une dernière mise à feu, déploie ses charges utiles secondaires, puis se débarrasse de lui-même en rentrant dans l'atmosphère terrestre au-dessus de l'océan Pacifique. C'est un changement par rapport à Artemis 1, où l'étage avait été placé en orbite solaire. Parce qu'il fait désormais partie d'une mission habitée, l'ICPS reçoit également de nouvelles améliorations en matière de sécurité et de navigation. Il est équipé d'un système GPS pour la navigation dans l'espace, ses antennes ont été repositionnées pour de meilleures communications lors du lancement, et les déclencheurs d'abandon de mission sont pleinement activés. Un système de détection d'urgence peut automatiquement repérer des problèmes graves, y répondre et avertir immédiatement Orion si un abandon est nécessaire. Ailleurs sur le SLS, de nombreuses modifications plus discrètes mais importantes s'additionnent. La fusée est désormais entièrement certifiée pour le vol habité. Le système de sécurité de vol intègre un délai intégré pour laisser suffisamment de temps au système d'évacuation d'Orion de s'éloigner en toute sécurité. Et le logiciel de vol a été mis à jour pour la fenêtre de lancement et la trajectoire spécifique d'Artemis II. Sur l'étage central, les systèmes électriques ont été affinés pour corriger des problèmes de synchronisation observés lors d'Artemis 1, et un nouveau raccord rapide auto-obturant a été ajouté afin de réduire les risques de fuite. Les ingénieurs ont également ajouté des ailettes aérodynamiques d'environ 2,3 mètres de long près des points de fixation des propulseurs pour réduire les vibrations causées par l'écoulement de l'air pendant l'ascension. Les propulseurs à poudre ont eux aussi reçu plusieurs ajustements. Pour Artemis II, leurs moteurs de séparation sont inclinés d'environ 15 degrés afin de donner plus d'espace entre les propulseurs et l'étage central lors de la séparation, qui se produit environ 4 secondes plus tôt que lors d'Artemis 1. Cela peut sembler mineur, mais c'est important pour tester des améliorations nécessaires aux futures évolutions du SLS. Les capots des moteurs de séparation sont passés de l'aluminium à l'acier pour une meilleure protection contre les débris, et une couche interne d'isolation a été simplifiée après des essais montrant qu'un design à couche unique était en réalité plus solide et plus fiable. Au sol, les préparatifs ont eux aussi évolué. Les essais avant lancement ont été rationalisés et au lieu d'un allumage complet de l'étage central, la NASA s'appuie désormais sur des répétitions générales humides et des tests de remplissage des réservoirs afin de réduire les risques pour l'équipage tout en conservant un haut niveau de confiance dans le véhicule. Le lanceur mobile du Kennedy Space Center a été modifié avec des systèmes d'accès pour l'équipage et d'évacuation d'urgence, et il est désormais fortement instrumenté pour collecter des données acoustiques utiles aux futures infrastructures de lancement.
Enfin, la NASA a amélioré la flexibilité des lancements. La fenêtre de lancement reste de 2 heures, mais un nouveau réservoir de stockage d'hydrogène liquide au complexe de lancement 39B, d'une capacité d'environ 4,5 millions de litres, permet désormais jusqu'à 4 tentatives de lancement par semaine, contre 3 lors d'Artemis 1. Tout cela donne une fusée qui peut sembler familière, mais qui est bien mieux préparée pour transporter des astronautes en toute sécurité au-delà de l'orbite basse terrestre.